Bon début de semaine tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé, avec notre doc Karim El Ayoubi. On va parler d'antidépresseurs, de bonnes vieilles pilules. Ben, il se trouve qu'on en prend pas mal plus sinon pas mal plus qu'avant la pandémie, et c'est pas juste le Québec, malgré qu'on est quand même les grands champions canadiens là-dessus. Partout dans le monde, ça a augmenté. Mais on va en parler avec Karim aujourd'hui, savoir c'est quoi les raisons, y a-t-il des solutions, puis finalement, c'est-tu de notre faute ou c'est pas notre faute? On en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Karim. Salut Joey. Première chose, ben écoute, je sais que c'est un peu hors sujet avant qu'on embarque là-dessus, mais je voulais te féliciter parce que pour ceux qui ne savent pas, le PCUQ a fait son dernier colloque pré-congrès la semaine dernière sur la santé. Je t'avouerais que je ne l'ai pas écouté sur le coup, je l'ai écouté plus en fin de semaine pour me rattraper à cause de la job, mais je l'ai écouté au complet. J'ai trouvé ça quand même super intéressant par rapport à l'étude que vous avez sortie et les comparatifs. Pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez trouver ça, la séance au complet sur la chaîne YouTube d'Éric Duhem, si ça vous tente, à peu près un petit 2h30, quelque chose comme ça, 2h30, 3h à peu près. Oui, exactement. C'est en remplacement. Ben, merci Joey là, pour l'avoir plugué. Puis oui, ben merci. Écoute, c'est ça, c'est une étude qu'on avait commandée de deux chercheurs en économie pour faire des modèles comparatifs. Puis là, l'étude finale là, vient juste de terminer. Puis c'est sûr que nos membres vont en avoir là, l'exclusivité de l'ensemble de l'étude. Puis c'est assez intéressant, là, les modèles comparatifs. Puis ça va nous aider aussi, là, naturellement, à faire des propositions. Puis on a fait faire ça par des gens là, qui étaient indépendants. Donc, oui, ben merci. Ouais, c'est ça. Puis on voit qu'il y a ils font beaucoup de comparatifs avec, par exemple, l'Allemagne, le système de santé suisse par rapport au Québec, même américain à certains endroits. Puis on voit vraiment les différentes façons comment on soigne les gens à travers le monde. On se dit, ça a l'air de la même affaire, mais non, l'organigramme est assez différent quand même. Mais je trouve ça super intéressant, sérieusement. Beaucoup Fait de que différences, en effet, oui. Aujourd'hui, tu veux nous parler d'antidépresseurs. On semble être moins heureux qu'avant, puis disons qu'on se drogue de plus en plus pour oublier nos problèmes. Ouais, c'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Puis c'est sûr qu'on n'aura pas réponse à tout, à toutes les questions que tu as posées. Parce que si on était capable à Joey et Karim aujourd'hui, d'avoir réponse à toutes ces questions-là, ben écoute, là, il y a bien des gens qui solliciteraient nos services. Ça c'est sûr et Ah, certain. je me Bon, partirai à mon compte, ça c'est sûr. oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est super complexe à déterminer, mais on va quand même essayer de tracer un portrait puis de réfléchir à ça ensemble, puis de voir c'est quoi la situation, là, vraiment, ce qui arrive au Québec. Mais pas juste au Québec, c'est quelque chose d'assez occidental aussi. Ça, c'est lui de Radio-Canada qui Oui, date du mois d'août dernier. Puis il y avait celui-là avant Joey que je t'ai envoyé du oui, Journal de Québec qui est plus récent. Celui qui date du 16 octobre dernier. oui, je C'est partage le ça. premier que je t'ai envoyé, qui traite spécialement là, des jeunes. Exact. Toujours plus d'antidépresseurs chez les jeunes. C'est en plein ça. Fait qu'on parle vraiment, c'est ça, des jeunes de 17 ans et moins. Donc vraiment, c'est ça, les jeunes, entre guillemets. Mais j'ai vu un chiffre passer, je pense que c'était pas dans cet article-là, ou peut-être c'était relié. Je ne vais pas me tromper, mais là, on dit que c'est désormais plus de 8200 cas. J'ai vu un chiffre, c'était-tu comparément à 2017-2018? Ils disent une augmentation de 10%, mais j'ai vu Oui, passer comme de 5000 à 8000. tu vas l'avoir un petit peu plus bas dans OK. l'article. Là, tu vas voir, Moi, je ça l'ai va pas être vu. assez visuel pour les auditeurs quand tu regardes. Ah! Exactement, tu as ça ici. C'est exactement ça que j'ai vu. Exactement, c'est en plein ça. Donc, tu vois qu'il y a une augmentation d'environ 10 entre 2021 et 2022. Et quand tu regardes d'année en année la tendance, là, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, tu as des augmentations qui sont significatives, qui sont autour, là, dans les alentours de 10 à peu près. Et quand tu regardes quelque chose, puis là, quand on va en arriver tout à l'heure aux causes, c'est facile de. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé, là, on s'entend. Mais Non. mais ça n'explique pas la totalité du portrait. Parce que quand tu regardes bien avant la pandémie, à 2014, regarde, en 2014, il y avait autour de 2900 jeunes au Québec qui prenaient des antidépresseurs. Et en 2019, tu regardes, on est à 5200. C'est bien ça?
Je le vois de loin, là. Oui, Donc, 5228. exactement. Donc, en 5 ans, tu as presque doublé, un petit peu moins que doublé. OK. Donc, tu voyais qu'il y avait déjà une tendance très significative à l'augmentation depuis la mi des années 2000. Puis si on pouvait remonter un petit peu avant, on verrait probablement depuis le début des années 2010. Donc, entre 2010 et 2015, il s'est passé quelque chose. Et là, cette tangente continue à augmenter de façon là, significative à chaque année. Donc, c'est quand même intéressant. Puis moi, j'ignorais là, ces chiffres précis-là, les chiffres pré-pandémiques. On savait qu'avec la pandémie, ça avait augmenté, mais j'ignorais cette augmentation très significative entre 2014 et 2019 également. Donc, c'est quand même, et ça, comment je peux dire, moi, j'aime pas beaucoup utiliser le terme alarmant. Je suis pas quelqu'un qui est hystérique dans la vie, mais disons que c'est questionnant et faut vraiment se poser la question pourquoi. Puis je veux dire, en tant que société, de façon générale, parce que surtout quand il s'agit de jeunes, quand il s'agit de mineurs, quand il s'agit d'enfants, quand même, ça devrait tous nous questionner. Et moi, encore plus en tant que professionnel de la santé, parce que là, on se pose des questions. Je veux dire, on fait-tu la bonne chose? On fait-tu pas la bonne chose? On diagnostique-tu trop? Il y a toutes sortes de questions à se poser. Maintenant, j'aimerais commencer. Tu sais, là, tu as bien mis la table avec l'article. Euh, Maintenant, j'aimerais commencer. Définissons, c'est quoi des antidépresseurs, autrement dit. Si on dit antidépresseur, c'est quoi un antidépresseur exactement? Un antidépresseur, c'est un médicament, OK? Donc, avec un principe actif, une molécule qui va passer la barrière hémato-encéphalique du cerveau, c'est-à-dire elle va se rendre jusqu'au cerveau, jusqu'aux neurones, et elle va aller agir au niveau d'une synapse. Une synapse, c'est quoi? Souvenez-vous, là, vos cours de biologie, c'est grosso modo, là, c'est le lien chimique entre deux neurones, ce qui donc vous avez un petit neurotransmetteur au niveau d'un neurone, il va avoir une synapse, OK? C'est-à-dire un endroit qui va faire la connexion avec un autre neurone. Et qu'est-ce qui fait la connexion entre les deux neurones qui permet que l'électricité se passe d'un côté et de l'autre? C'est un neurotransmetteur, une petite protéine qui va envoyer un signal qui va permettre de faire une décharge électrique de l'autre côté. C'est comme ça que tout notre corps fonctionne. C'est comme ça qu'on peut bouger. C'est-à-dire, en ce moment, je parle, c'est plein de neurotransmetteurs là, qui sont en train d'agir dans mon cerveau pour me permettre de faire ça. Toi, tu réfléchis à ce que je dis, tu essaies de comprendre. Tes fonctions cérébrales supérieures travaillent, c'est des neurotransmetteurs. Et je lève mon bras comme ça, il y a des neurotransmetteurs qui donnent l'ordre que je puisse faire ça. Tu comprends? Avant même que le bras lève, ça va vite. Ça va super vite, ouais. En effet, ça va super vite. Puis quand il y a des défauts de communication entre les neurones, c'est là que ça va moins vite. Puis là, ça peut être saccadé un peu, puis le raisonnement peut être plus difficile. Et le comportement est également régulé par ces neurotransmetteurs-là. Donc, les neurotransmetteurs, c'est des molécules qui vont agir, les antidépresseurs, c'est des molécules qui vont agir sur des neurotransmetteurs. Certains, ça va être la sérotonine, certains, ça va être la dopamine, certains, ça va être la noradrénaline, et certains, ça va être l'acétylcholine. Il y en a différents pour ceux qui s'intéressent, là, vous pouvez lire un peu là-dessus. Et certains vont agir sur plusieurs en même temps. L'ensemble de ces neurotransmetteurs-là contrôle le comportement humain. OK? C'est la balance de cinétique entre tous ces neurotransmetteurs-là qui permettent d'avoir un comportement dit normal, entre guillemets, d'être relativement heureux. Je veux dire, de contrôler ses émotions, de ne pas avoir une anxiété, c'est sain, mais avoir une anxiété démesurée qui fait en sorte qu'on est dysfonctionnel, c'est pas sain. Et on s'est rendu compte à travers les études de la chimie du cerveau avec des résonances magnétiques fonctionnelles que dans les troubles dépressifs, les troubles anxieux, souvent, il y avait un débalancement de la cinétique des neurotransmetteurs. Exemple, dans la schizophrénie, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de dopamine. Dans la dépression, OK, et dans l'anxiété, c'est souvent un problème au niveau de la sérotonine. Il va y avoir une déficience en sérotonine dans certains endroits du cerveau. Donc, les antidépresseurs sont prescrits pour 3 choses principalement. Okay? Initialement, c'était la dépression, c'est encore la dépression, mais également pour les troubles anxieux. Okay? Et de plus en plus, il y a des indications pour la douleur parce que la sérotonine est impliquée dans les troubles de douleur chronique. Donc ça, c'est les 3 grands. Il y en a d'autres aussi, mais disons ça, c'est les 3 grandes indications des antidépresseurs. Maintenant, c'est quoi une dépression? Selon le DSM-5, le livre de psychiatrie, c'est un trouble mental qui se caractérise par une tristesse persistante et ou un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités qui, dans le passé, nous en donnaient.
Grosso modo, c'est ça. Et il y a des critères qui sont quand même subjectifs. Il faut que tu aies 5 critères sur 9, OK? Donc, tristesse, irritabilité, trouble du sommeil, idées suicidaires, perte de poids, etc. Il faut que tu en aies 5 sur 9. Et là, tu peux poser le diagnostic. Mais il y a toujours une petite chose en bas là, qui est écrite dans le fameux DSM, c'est que tu peux en avoir 9 sur 9. OK? Tu as des personnalités mélancoliques. Là, OK? Tu peux en avoir 9 sur 9, mais ce n'est pas un trouble dépressif majeur et tu n'as pas nécessairement une indication de prescrire un antidépresseur. Tu comprends? Parce qu'il faut que ce ne soit pas lié à la prise d'une substance. C'est-à-dire, si tu es déprimé parce que tu bois un 40 onces de vodka par jour, l'antidépresseur, il ne t'aidera pas même bien. Il faut arrêter de boire. Tu comprends? Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Si tu es déprimé, si tu es une personnalité mélancolique qui rencontre l'ensemble de tous ces critères, mais ça ne te cause pas une souffrance significative. Tu es juste mélancolique, c'est ta personnalité, puis tu écris des chansons tristes, puis tu vis bien comme ça, c'est pas un épisode dépressif majeur. Même C'est ça. chose pour l'anxiété. Ce qu'on appelait dans le cours d'école de ma génération les emo. Ah ouais, c'est quoi ça? Ben, en fait, quand on dit quelqu'un est emo, c'est souvent des gens qui portent, mettons, souvent du noir ou du blanc, là, vraiment avec les cheveux très noirs, avec beaucoup. Tout, OK, OK, tu comprends un peu le style, là? C'était je vraiment comme comprends. c'est comme je te dirais que c'est un mélange entre punk, moins la coupe de cheveux, mais plus vraiment, tu sais, moi, je pense vraiment à des trucs dépressifs. Souvent, c'est des gens qui sont plus portés vers les arts, mais souvent les arts, par exemple, le dessin, mais ils font tout le temps des trucs vraiment beaucoup. Ils sont vraiment dans le négatif plus souvent qu'autrement. Là, Je tu sais, comprends. man, Je comprends. tu sais, la vie, ça vaut pas la peine d'être vécue. Puis ils sont tout le temps. Tu sais, je sais que plein d'émissions comme South Park qui ont fait des personnages qui rient un peu de ça. Là, Je comprends, je comprends. Mais puis tu as raison avec ton analogie. Il faut toujours en revenir à ça, c'est-à-dire on peut être malheureux, mais pas à souffrir d'une maladie mentale qui s'appelle la dépression. Ça est possible. On peut avoir des traits de personnalité qui nous amènent à être plus renfermés sur soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement besoin d'un antidépresseur. On peut avoir des traits, on peut avoir même des troubles de personnalité qui souvent la psychothérapie va être beaucoup, beaucoup plus efficace qu'un médicament. Donc, et tout démêler ça, c'est pas si facile que ça. Mais non, Dans, c'est parce non que, parce oui, que, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est comme tu l'as dit, c'est que sachant qu'écoutez, si vous avez jamais été malheureux dans votre vie, my God, faut que je vous rencontre, là. Tu sais, je sais pas aussi où que vous vivez. Fait que, tu sais, on a des mauvaises journées comme on a des bonnes comme des mauvaises journées. Esta la vida, comme dirait l'autre. Mais c'est ça. Fait que, entre vraiment juste avoir une mauvaise journée, puis hey, je fais le pas bien aujourd'hui, tu sais, comme, m'a dit comme mon père dirait, j'ai le cafard, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Mais puis le lendemain, tout d'un coup, hop, ça va mieux. Tu sais, j'ai bien mangé, tout ça. Puis des fois, c'est juste une mauvaise passe. Des fois, il y en a qui diraient c'est le destin, mais que je ne crois pas trop à ça. Mais comme tu le dis, simplement avoir filé, mettons, avoir, comme on dit en bon français, avoir une semaine de marde, puis vraiment pas filer, ben c'est ça. Des fois, faut pas être trop hâtif au diagnostic, là. absolument. Et là, pourquoi c'est difficile en santé mentale à bien déterminer les causes? Puis là, c'est très difficile de dire qu'est-ce qu'on fait de pas correct. Je veux dire, on diagnostique-tu trop, on diagnostique-tu pas assez? Ce qui est difficile, c'est que tu n'as pas comme en médecine physique ce qu'on appelle des gold standards des gold standards efficaces pour poser le diagnostic. Je vais juste te donner un exemple, OK? Mettons que tu veux savoir c'est quoi la sensibilité d'un électrocardiogramme pour déterminer si les artères sont bouchées dans ton cœur, OK? Ou si tu fais un infarctus du myocarde, disons, OK? Il y a d'autres tests qui sont très efficaces pour comparer ce test-là. Tu vas le comparer, par exemple, à une troponine qui va être élevée dans le sang. Et ultimement, tu as le gold standard qui est l'angiographie, que tu vas regarder vraiment directement. Tu rentres le cathéter, puis tu vois si les artères sont bouchées dans le cœur. Tu comprends mon point? Ouais, ouais. Donc, tu peux toujours comparer, te dire, OK, combien d'électrocardiogrammes nous disaient qu'on n'avait pas été capable de déterminer l'infarctus, mais que finalement, parce que le patient continuait à avoir des douleurs, on l'a envoyé en coronarographie, puis la coronarographie nous dit que c'est positif. Donc, ça, c'est très mécanique. Même chose pour, par exemple, un AVC.
c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral, un caillot au cerveau, là, comme en langage populaire, comme les gens disent. Je veux dire, tu as des scans, tu as des résonances magnétiques pour déterminer si ton jugement clinique était bon de le suspecter ou de ne pas le suspecter. En santé mentale, on n'a pas une prise de sang ou on n'a pas un examen, je veux dire, précis, comme une super résonance magnétique fonctionnelle, qui serait en mesure de nous dire ce patient-là, il souffre de dépression majeure. Tu comprends? Et là, à partir de ce moment-là, si on avait cet outil technologique, on serait en mesure de dire, oh, on a bien trop surdiagnostiqué. Tu comprends? Ou on a sous-diagnostiqué. Donc, le gold standard, ultimement, c'est comme un peu en médecine, c'est comme, mettons, tu compares. Moi, mon gold standard, c'est quand j'ai accès à un psychiatre pour mes patients, c'est de comparer mon diagnostic avec le psychiatre qui est vraiment un spécialiste du domaine. Mais le psychiatre n'est pas aussi précis euh, qu'un examen d'une technologie supérieure serait en mesure de faire, comme par exemple le cardiologue dans son jugement clinique n'est pas aussi précis que la coronarographie. Mais on n'a pas l'équivalent de la coronarographie en Non, santé mentale. l'erreur est humaine aussi, là, c'est ça. C'est ça, donc tu vois, tu vois un peu la Puis, complexité de puis, ça. puis aussi, Oui, Karim, il y a le fait que ça a pris beaucoup de temps pour pour que les gens comprennent que la dépression est une maladie, ou du moins c'est ce qu'on apprend. Parce que je me rappelle, j'étais ticu, je me rappelle, ça passait à la télévision durant les début des années 2000. Je pense que c'est des campagnes justement des campagnes de sensibilisation reliées à ça. Je pense que c'était une gang de travailleurs, fonctionnaires, la mise en situation, puis quelqu'un qui lit une carte avec. Il y avait des fleurs à côté. Il dit Salut Maxime. Il dit Belle excuse pour partir en vacances pendant 2 mois, signer la gang du bureau. Puis à la fin, il y a une madame bien sérieuse qui dit La dépression est une maladie. Mettons fin aux préjugés. Puis c'est drôle, ça m'avait comme resté dans la tête pendant tellement longtemps. Puis je me suis dit OK. Fait encore aujourd'hui, ben, peut-être moins aujourd'hui qu'à l'époque, mais il fallait expliquer aux gens que non, c'est pas juste tu t'inventes pas une excuse parce que est-ce que ça a déjà arrivé? Fort possiblement, bien évidemment, il y a toujours du mauvais monde au travers, mais c'est ça. La majorité des gens qui sont en dépression, ils sont pour de vrai. Là. C'est pas nécessairement je vais dire que je suis en dépression, puis je vais prendre 2 semaines de vacances juste pour dire que je m'en vais dans le sud, puis m'en revenir puis me dire que tout est guéri par après. Là. tu peux toujours avoir de l'abus comme tel, C'est ça. mais parce que c'est sûr, c'est subjectif. Donc, tu peux avoir des gens qui abusent, mais les vraies dépressions qui amènent à des arrêts de travail là, de 7-8 mois, je veux dire, c'est pas des gens qui fake. Là. Ça, Non, c'est c'est. ça, mais c'était pour amener à ton point que Ouais, justement, contrairement à certaines maladies ou certaines, par exemple, maladies chroniques, peu importe, que ça peut vraiment targeter et cibler et voir, OK, voici le diagnostic et c'est très facile justement à prescrire et à identifier. Tout ce qui touche bien évidemment le cerveau et principalement le mental, je dirais pas qu'il y a du subjectif là-dedans, mais comme vous dites, c'est un peu comme naviguer dans une brume. Là, tu sais, tout à fait. on connaît les repères, on sait ce qu'on a à faire, mais comme tu dis, ça peut jamais être pareil à chaque fois que tu le vois. Là. Tu sais, des fois, il y a certains tics que d'autres personnes ont, que d'autres n'ont pas, et vice-versa. Donc, c'est tout le temps un peu c'est ça. C'est tout le temps un peu différent à chaque fois. Là. Exact. Et là, ça m'amène, là, je vais prendre la balle au rebond par rapport à ce que tu viens de dire. Ça nous amène un peu à regarder c'est quoi les causes. Donc, tu sais, un peu, tu sais, moi, je suis quand même pas mal la littérature en santé mentale parce que j'ai une clientèle, quand même une assez grosse clientèle en santé mentale, puis l'accès aux psychiatres est très difficile, là, ben, au Québec en général, mais dans les Laurentides, c'est particulièrement difficile. Donc, je regarde un petit peu qu'est-ce que les psychiatres disent, qu'est-ce que les psychologues, les pédopsychologues, les pédopsychiatres disent un peu, qu'est-ce que les recherches nous amènent à considérer. Bon, la majorité des experts s'entendent pour dire qu'on a quand même du surdiagnostic. OK? On a fort probablement, et moi je le crois, parce que pourquoi qu'on a du surdiagnostic, même si on n'a pas le gold standard technologique pour vraiment nous dire hors de tout doute qu'il s'agit d'une dépression ou qu'il s'agit d'un trouble anxieux qui nécessite d'être médicamenté, ben, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire, décortiquons ça. Premièrement, l'accès au psychiatre est difficile. C'est sûr qu'un médecin en première ligne,
Ça dépend, tu sais, le médecin de famille, ça dépend combien il envoie des cas de santé mentale. La plupart, je veux dire, d'une formation là, quand même en santé mentale, des stages en psychiatrie, mais tu peux en avoir qui sont plus à l'aise, qui sont moins à l'aise, dépendamment de la clientèle, dépendamment de comment ils s'investissent. Et c'est sûr que tu peux pas être aussi précis qu'un psychiatre, parce qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a des spécialités. Sinon, ça donnerait rien qu'il y ait des spécialités. Bon, donc l'accès, des fois, ça peut être intéressant. C'est sûr que euh, personne qui n'a pas d'idée suicidaire très active, qui n'a pas fait de tentative de suicide, qui a un premier épisode dépressif majeur, que tu essaies des antidépresseurs pour 6 mois, 1 an, puis que la personne va mieux, elle n'a pas besoin de voir un psychiatre. On n'engorge pas les spécialités pour des cas comme ça. Mais parfois, tu sais, quand tu as des patients qui ont des... Ça fait quelques années qu'ils sont sur les antidépresseurs, essayer de sevrer l'antidépresseur après 1 an et demi, 2 ans, ça ne fonctionne pas, rechute de dépression, d'avoir un diagnostic qui est corroboré par un psychiatre pour dire « Oh, attends un petit peu, là. Là, on est probablement plus dans des troubles de personnalité et je pense que la médication que tu donnes, ça ne l'aide pas nécessairement. On devrait aller plus vers une thérapie en psycho, ou on devrait aller plus vers une thérapie de groupe, ou on devrait switcher plus vers un régulateur de l'humeur. » D'avoir accès pour corroborer, puis c'est normal que les psychiatres ne suivent pas les patients toute leur vie là, quand ils sont stabilisés. Ça revient aux médecins de famille de le faire lorsque les patients en ont. Mais le fait qu'on n'ait pas accès beaucoup aux psychiatres et encore moins aux pédopsychiatres. C'est-à-dire la maladie mentale chez l'enfant et chez l'adolescent, c'est quand même c'est complexe et on fait particulièrement attention des possibles effets secondaires à long terme des médicaments. Malheureusement, il n'y a vraiment pas beaucoup de pédopsychiatres et c'est super, à moins là, que l'enfant se mutile ou fasse des tentatives de suicide ou des choses comme ça, c'est super difficile d'avoir accès aux pédopsychiatres. J'aurais une Donc, question pour toi, oui. Karim. C'est-tu une légende urbaine, ça, le fait que, par exemple, certaines compagnies pharmaceutiques peuvent soit pourraient donner, par exemple, certains bonis financiers, ou du moins des incitatifs financiers à soit, par exemple, certaines, c'est pas nécessairement peut-être avec du pharmacien en tant que tel, pas nécessairement à la pièce, mais par exemple à certaines organisations ou corporations de pharmaciens ou de prescripteurs de pilules, etc., que plus ils vendent, ben, du moins qu'ils prescrivent un certain nombre de cette, par exemple, de nouvelles, par exemple, je sais pas, la nouvelle Tylenol édition 2023 vient de sortir, puis là, je prends un exemple, bien sûr, générique, parce que tout le monde en prend, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mettons, il y a une nouvelle pilule pour telle affaire, ben, vu que si vous en prescrivez plus, un peu comme quand tu travailles en vente, ben, si tu en vends plus, après un certain level, tu as un boni, finalement. Là, c'est illégal. C'est OK, illégal. parfait. C'est illégal depuis plus d'une décennie. Ça veut C'est ce que dire, je pensais. ouais, c'est ça. Je veux dire, il y avait avant, puis aussi, c'est vrai qu'avant, il y avait énormément de lobbying des compagnies pharmaceutiques, principalement chez les médecins, parce que c'est le médecin, c'est le prescripteur. Puis il y avait des médecins qui s'en allaient faire du ski dans les Alpes, là, dans des réunions avec C'est des ça. compagnies pharmaceutiques. C'est complètement illégal aujourd'hui. Moi, j'ai jamais, il y a jamais un représentant pharmaceutique qui m'a même invité au McDo, là, tu sais, ou au Benny. Là. Je veux dire, c'est très, très, très sévère maintenant. T'as pas vendu ton âme pour un Big Mac encore, on est content. Et c'est illégal. Je veux dire, Oh, ouais, ils le ça font m'aurait pas. surpris. Parce que depuis tantôt, puis c'est super intéressant, on parle des faits constatés, mais moi, pour être bien franc, j'ai ma propre théorie du pourquoi de tout ça. Parce que regarde, je peux faire passer rapidement. Ça, c'est un autre article, bien évidemment, mais on voit la consommation d'antidépresseurs que dans la majeure partie des pays de l'OCDE développés depuis 2015 est en hausse. On voit que le Canada, en termes de margine, ça a l'air d'être dans des pays qui ont justement dans la plus fort taux de hausse. J'assume que le Québec a sa grosse part à jouer là-dedans. Mais tu disais, OK, au début de l'émission, tu disais, OK, autour de 2013-2014, il y a de quoi qui s'est passé. Ben, ma théorie à moi, ça serait de dire que l'avènement. C'est vrai dans ces années-là que toutes les plateformes de réseaux sociaux ont pas mal toutes vraiment explosé. Autant que oui, Ça peut, ils étaient là avant, mais c'est vraiment dans ces années-là que les absolument. Facebook, les Twitter, les Instagram ont tous commencé. Puis on voit que ça a l'air d'être majoritairement, autant qu'il y a une hausse partout, on parle majoritairement de pays développés, donc connexion Internet disponible, bien évidemment, réseaux sociaux, interconnexion. Oui, Et très bonne surtout qu'on analyse. est, tu sais, Très bonne. j'irais, autant que, oui, est-ce que des gens qui ont vraiment des dépressions ou quoi que ce soit, oui, absolument. Mon but, c'est pas de nier que c'est tout fake ou peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas une raison culturelle derrière ça? Puis je veux pas nécessairement politiser trop le diagnostic ou l'affaire, mais le,
Le fait que justement, là, on est on en parle souvent dans plein de chroniques sur plein de sujets. On est vraiment dans une genre de mentalité depuis au moins 10 12 ans de remise en question, de masculinité toxique, tu sais, de plus. Pourquoi pensez-vous que quelqu'un comme Jordan Peterson est aussi populaire? C'est qu'on a tellement. On a tellement pas, même autant, moi je parle beaucoup souvent de pop culture puis de cinéma. La majorité des œuvres d'aujourd'hui qu'on voit, je prends l'exemple de l'homme, mais ça peut être aussi pour les femmes, soit un vrai exemple d'une femme avec des traits féminins, entre guillemets, normal, sans vouloir prendre un autre terme, là, qui a une belle féminité, le principe de la femme fatale ou d'un homme fort, pas l'homme stoïque qu'on a vu qu'on voit dans les films, ou tu as vu dans les films de ta génération, qu'on voit de moins en moins. On est plus dans la mentalité de groupe, dans justement la déconstruction de ces modèles-là. Donc, les gens qui essaient de se retrouver, de voir le fameux message de, un peu comme Jordan Peterson, avant de vouloir de sauver le monde, ben fais donc ton lit, puis gère-toi toi-même, puis apprends à être débrouillard. J'ai l'impression que c'est de moins en moins là. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en gros, le réflexe d'être plus en plus dépendant aux autres fait que peut-être ça peut créer une certaine forme de fatigue envers les gens qui se mettent dépendants des autres. Donc, justement, viennent des problèmes mentaux. Autant que je pousse loin ma réflexion ici, mais je sais pas un peu ce que tu, je sais pas si tu comprends un peu Oui, mon non, raisonnement. Là. je comprends ce que tu veux dire. Là, tu y vas beaucoup au niveau de l'aspect social des plateformes. C'est vrai que oui, il y a eu une explosion très importante depuis à peu près 2010, là, depuis la dernière décennie des plateformes sur les réseaux sociaux. Bon, ça entraîne, je veux dire, l'aspect qui est plus d'intimidation, naturellement. C'est facile d'écœurer quelqu'un puis de boulier quelqu'un en arrière de son écran. Et la Les, fragilité surtout, excuse-moi, mais c'est ça, c'est vraiment ça que je veux pousser, c'est qu'on est vraiment rendu dans la fragilité, que tu sais, on parle de micro-agression, puis que des jeunes qui sont tellement accros sur Instagram que s'ils font un post puis ils n'ont pas 150 réactions, ils virent quasiment à brailler toute la Tout à fait. soirée. Tu sais, Tout à fait. c'est des genres de problèmes mentaux, ou du moins des réactions reliées au mental qu'on ne voyait pas il y a 15 20 ans, Tout à fait. au début des années 2000, par exemple, avant l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, je dis pas que c'est le 100% des cas, mais j'ai l'impression que ça peut avoir un effet. Et peut-être, comme tu l'as dit, c'est sûr que l'éternel réflexe l'éternelle raison de dire que le fait qu'on a un système de santé généralisé, je prends l'exemple du Québec, mais je sais que dans les meilleures parties des pays occidentaux, c'est souvent ça, avec l'attente de plus en plus grande pour voir un médecin spécialiste ou un psychiatre, bien évidemment, c'est sûr que le réflexe de vouloir plus donner une pilule pour essayer de régler le problème puis patcher ça, au lieu de suivre la procédure officielle, c'est ça. C'est un peu un Ben, réflexe trop courant. Là. c'est ça, c'est un autre point, mais tu sais, restons là sur ce que tu avais dit. Bon, c'est sûr, bon, au départ, oui, là, j'avais dit, il y a un manque de psychiatres et de pédopsychiatres pour corroborer les diagnostics, ça, c'est clair. Ton analyse, je trouve qu'elle est tout à fait pertinente avec les plateformes sur les réseaux sociaux. Maintenant, de quelle façon les plateformes sur les réseaux sociaux interviennent, parce que tu as toujours des bénéfices et tu as des effets néfastes. De quelle façon les deux se compétitionnent, s'imbriquent ensemble pour faire en sorte que tu as plus de détresse psychologique, que tu aurais au conditionnel plus de détresse psychologique chez les jeunes. C'est intéressant ce que tu amènes. Et t'es pas, je veux dire, t'es pas dans le champ, là, clairement pas, parce que c'est amené par plusieurs psychologues, là, ce que tu es en train de dire. Là. Donc, je veux dire, ton analyse est tout à fait pertinente. Et je reprendrai encore la balle au bon par rapport à ce que tu viens de dire, Joey, là-dessus. Les plateformes de réseaux sociaux, ça, il y a quelque chose d'indéniable. Les jeunes sont beaucoup plus sédentaires qu'avant. Oh oui. Donc il y a quelque chose, ça, c'est clairement démontré dans la littérature. Là, il n'y a personne qui va contester ça. L'activité physique est un excellent antidépresseur. L'activité physique ne traite pas, par contre, attention, là, ne traite pas un vrai épisode dépressif majeur où est-ce qu'il y a un gros shutdown des neurotransmetteurs dans le cerveau. Ça peut aider, mais ça prend un boost, là, parce que c'est très Ouais. biologique. Ça, c'est une grosse côte, c'est une trop grosse côte à monter pour que juste faire un petit jogging le matin peut te sauver. Là. Tu as besoin d'un boost, mais c'est sûr que lorsqu'on parle plus d'état dépressif, que là, on essaie de patcher avec une pilule, c'est certain que lorsque tu as des jeunes qui bougent pas, qui bougent moins, pas juste des jeunes, des adultes, mais là, Ouais. l'article est sur les jeunes, donc naturellement, on parle des jeunes. Puis lorsqu'on parle des jeunes, là, je pense que ça interpelle pas juste les jeunes, ça interpelle les adultes aussi. Donc, ce que tu avais dit avec les plateformes des réseaux sociaux peut amener plus de sédentarité également. Ça, c'est sûr et certain, parce que lorsque tu passes ton temps libre je veux dire, sur des écrans, pendant ce temps-là, ben, je veux dire, tu bouges pas, tu fais pas d'activité physique, il y a
pas, et à part les enfants qui sont dans des programmes de sport-études, il n'y a pas énormément d'activités physiques dans les écoles. Donc, un jeune de 10, 12, 13, 14 ans peut facilement passer 95% de son temps assis, là. S'il n'y a pas des parents qui le poussent pour faire de l'effort, de l'exercice, ou si lui n'a pas ça naturel en lui. Mais je pense que la sédentarité, le manque pas d'effort, le manque d'exercice physique, c'est vraiment ici Surtout quelque chose de clé. surtout qu'on le promouvoit, Karim. Tu sais, j'écoutais un clip d'un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Konstantin Kessin. C'est un comédien britannique qui est aussi commentateur politique. Qui est vraiment super intéressant. Puis il parlait du concept, on entend depuis quelques années, le concept de body positivity, la positivité corporelle. Ce qu'on fait qu'en gros, c'est que si tu pèses 300 livres, mais tu te sens bien dans ton corps, peu importe ton poids, on devrait accepter ça, puis dire, oh wow, t'es donc bien belle, t'es donc bien fine. C'est la joke qu'il disait, ça veut dire quoi quand t'es body positive? Ça veut dire que t'as été positivement diagnostiqué du diabète de type 2. C'est le running Ah, c'est gag qui drôle, joue. c'est drôle. Mais, mais tout ça pour dire que c'est ça, c'est qu'on est vraiment, on dit qu'on backtrack. Je vous dis pas que c'est ultra répandu. Là, je pense pas qu'il y a aucun médecin, ou du moins, je peux pas dire jamais sur tout, mais je pense pas qu'il y a aucun qui dit ah ouais, vas-y, 3 Big Mac par semaine, Mais non, let's mais non. go. Ben, bien évidemment que non. Mais sachant qu'on backtrack dans ces affaires-là sur le côté pour faire du signalement de vertu, alors que c'est pas une question qu'on n'aille pas, qu'on déteste la personne ou que ça nous offense de voir un surplus de poids, malgré qu'on s'avoue que c'est pas très beau à regarder, bien évidemment. Mais c'est ça, c'est qu'on se dit ouais, mais tu passeras pas 50 ans, ma chère, là. Puis c'est pas parce que je veux. C'est ça, je comprends que tu as un train de vie que tu aimes, mais ce train de vie-là te tue tranquillement, mais sûrement. Là. Tu sais, puis on se dirait la même chose de quelqu'un qui est ultra anorexique, même chose comme ça. Là. Ouais. Tu sais, tu peux, C'est c'est ça. Puis ça, c'est un peu dans la consultation en médecine ou comme en psycho, là, les psychologues pourraient t'en parler. C'est-à-dire, ça, cet aspect-là ça dépend de la personnalité des patients. Il y a des patients avec qui tu peux aller de façon beaucoup plus directe, là. Mais il y a des patients qu'il faut que tu mettes deux paires de gants blancs parce que sinon, tu vas perdre l'alliance thérapeutique. ouais, ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment, vraiment des personnes. Il y a des personnes que se faire dire, par exemple, d'utiliser, parce que le terme médical, c'est obésité, là, ou même Ouais. obésité morbide. Mhm. Il y a des gens, si tu leur dis, là, vous êtes obèse morbide, tu vas perdre tout de suite l'alliance thérapeutique. La personne ne prendra même plus un médicament que tu lui donnes, elle ne viendra plus te voir, tout ça. Donc, il faut que tu saches bien cerner la personnalité. Il y a des gens qui le prennent, il y a des gens qui le prennent de façon très difficile. Il faut que tu utilises d'autres termes. Donc, c'est un peu pour ça qu'on dit, là, je le répète tout le temps, la médecine est plus un art au carrefour de plusieurs sciences qu'une science dure en soi. Mhm. Là. C'est pas comme des maths ou de la physique ou ou de la chimie. Mais le sujet est super intéressant. Puis écoute, gars, il y a d'autres causes aussi qu'on peut regarder. Bon, c'est sûr et certain que tu as un manque de ressources, et ça, à peu près tout le monde s'entend dans le réseau de la santé, tu as un manque de ressources en psychologie. Parce que Ouais. lorsque tu veux traiter là, une dépression ou lorsque tu veux traiter un trouble d'anxiété, je rappelle, lorsque c'est vraiment biologique, est un shutdown des neurotransmetteurs dans le cerveau, là, tu vas avoir un résultat spectaculaire avec un médicament, la plupart du temps. Mais il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on peut être malheureux dans la vie. Si on a, par exemple, moi, des fois, j'ai des patients qui me consultent parce qu'ils ont des troubles financiers. Naturellement, ils me consultent parce qu'ils sont malheureux, mais ils ont des troubles financiers. C'est le trouble financier qui les rend malheureux. Un bon conseiller financier serait probable, les aiderait pas mal plus qu'un doc. Tu comprends? C'est Mhm. un peu ça. Par contre, le conseiller financier, ça coûte de l'argent. Le docteur, ben, c'est la carte d'assurance maladie. Tu comprends? Donc, d'aller essayer, puis je blâme pas du tout les gens, c'est légitime. À un moment donné dans la vie, c'est un peu une quête d'une certaine façon. Quoi que Nietzsche dirait que si ta quête dans la vie, c'est d'être heureux, t'es décadent. Mais bon, on fera une chronique sur la philosophie allemande à un autre moment donné. Mais on s'entend, là, un être humain normal, là, comme moi, puis probablement comme toi, être heureux, ça fait partie des choses qu'on veut dans la vie puis qui sont, entre guillemets, un peu une quête. Ben oui, C'est- puis c'est- c'est- c'est c'est- ça. Puis non, sans vouloir rentrer trop sans vouloir trop hijacker l'épisode d'aujourd'hui en cours en philo 2.0, mais c'est ça, c'est que moi, le concept rapide que je peux donner là-dessus, c'est que j'ai toujours vu on dit souvent que c'est ça, c'est les épreuves qui nous rendent plus forts ou justement les échecs ou les fautes qu'on fait qu'on apprend dessus, mais je me dis,
C'est justement, je me dis, c'est justement, sachant que la vie est, on a des mauvaises journées, on a des épreuves, on a des objectifs à réaliser, on a des épreuves à affronter, des défis à faire ou des événements malheureux et négatifs qui existent. Ben justement, si ceux-là n'existeraient pas, on serait pas capable de notre côté apprécier les bons moments parce qu'on sait qu'ils sont pas toujours là. Parce que si, ben, tu sais, le meilleur exemple, mettons que vous rencontrez un membre de votre famille que vous voyez, par exemple, une ou deux fois par année. Ben, toutes les fois que vous vous voyez, hey, wow, comment ça va? Hey, c'est-tu le fun de te revoir? Puis, c'est le fun! Tu sais, vous êtes vraiment content. Là, tu sais, il y a vraiment une euphorie qui se crée. Mais si vous la verriez à chaque semaine, c'est pas que vous l'aimeriez pas plus ou pas moins. C'est juste qu'à un moment donné, ça a moins d'effet que c'est là. Parce que tu sais, on prend ça pour acquis. Puis tout. Fait que c'est un peu la même chose. Tu sais, Et c'est ça, c'est c'est ça. et ça, c'est sûr que ce que tu es en train de dire, puis la façon que, tu sais, je veux dire, la façon que tu es en train de raisonner puis de parler à quelqu'un, c'est sûr que le médecin de famille n'a pas souvent le oui, on va le faire, mais de façon générale, le médecin va avoir, parce que tu n'as pas une formation en psychothérapie, même les psychiatres, la grande majorité ne font pas de psychothérapie. La psychothérapie, c'est quelque chose, c'est une formation en soi, là. Le psychologue Ah va ouais. à l'école Non, c'est ça. pour Puis faire, pour autant que tu as eu ton doctorat, Karim, tu as fait de longues études, mais tu peux pas être. Ben, tu sais, je sais que j'ai appris à te connaître, tu es quand même un bon orateur, mais c'est pas tous tes collègues de ta profession qui le sont nécessairement, ou des gens qui savent, et, tu sais, ils savent exprimer leur domaine, mais c'est pas nécessairement. En tout cas, ils sont pas vraiment équipés à 100% pour tout ça. Du moins, c'est du cas par cas. Là. Et aussi, c'est le fait, la formation en psychologie, c'est d'être capable vraiment d'entrer dans le psychisme de la personne sans lui nuire et d'utiliser une thérapie de la parole pour amener la personne, par exemple, ce que tu étais un peu en train de faire tout à l'heure, c'est-à-dire, Mhm. je veux dire, relativiser les choses. Ou quelqu'un qui est très anxieux, qui va avoir tendance à faire des crises de panique, par exemple, être capable de développer des techniques pour reconnaître le point de non-retour, puis être capable d'agir exactement au moment du point de non-retour, de par sa propre intervention lui-même et non celle d'un médicament. Des fois, on est obligé de se compléter, le médecin puis le médecin avec la pilule, puis le psychologue avec la thérapie de la parole. Et chez les jeunes, OK, ça, à part les cas, vraiment, et les pédopsychologues sont à peu près tous d'accord avec ça, j'aurais tendance à dire tous, là, euh, lorsque tu as un jeune qui vit de la détresse psychologique, si le cas n'est pas un cas extrême, la première intervention ne se devrait pas d'être une pharmacologie, mais ce devrait d'être des traitements, des thérapies psychosociales. OK? Absolument. Ça peut être avec encadrement du travailleur social, thérapie de la parole avec un pédopsychologue. Il faut faire la différence entre le psychiatre et le psychologue. Le psychiatre, de façon générale, OK, je vulgarise, là, c'est un médecin spécialiste en santé mentale qui prescrit la médication. Le psychologue fait la thérapie de la parole. Les deux sont complémentaires. C'est très difficile dans le public, sauf pour les cas extrêmes, d'avoir accès au psychologue. OK? Difficile le psychiatre, encore plus difficile le psychologue. Les cas extrêmes, Karim, ça serait-tu par exemple quelqu'un qui serait par exemple à deux doigts du suicide ou quelque chose comme ça, par Ben, exemple? c'est ça, c'est-à-dire, disons, par exemple, tu arrives, tentative, je sais pas, moi, jeune patiente de 14 ans qui s'automutile depuis un an, elle vient consulter à l'urgence, elle est amenée par les ambulanciers parce qu'elle a fait une tentative de suicide. Ok, OK? ouais, là, c'est. C'est sûr que là, tu vas avoir le package. Là, ça serait très surprenant qu'elle sorte de l'hôpital sans une médication, puis qu'on dit juste on va faire une thérapie de la parole. Ça va être les deux. Là. Ben, Ouais, il puis va y avoir le travailleur social, il va y avoir le psychologue, l'encadrement. il va y avoir le pédopsychiatre qui va suivre. OK? Mais c'est dommage d'en arriver à des cas extrêmes comme ça pour que l'équipe au complet le prenne en charge. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que, bon, les psychologues au public, il n'y en a pas beaucoup, OK? Donc, sont réservés beaucoup pour les cas extrêmes. Au privé, ça coûte de l'argent. Ah ouais, c'est ça. Et c'est pas beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens du tout. Et je dirais que ce n'est pas beaucoup dans la nature des Québécois de payer pour des services de santé. OK? Souvent, il faut que les gens se rendent assez loin dans le processus. C'est pas dans notre nature d'investir monétairement de façon directe dans des soins de santé. Et Et surtout, c'est vu de manière ésotérique, Karim. Tu sais, parce que, par exemple, on parle de n'importe quel autre problème dans la vie. Mettons, je sais pas, tu as ton évier pété. Ben, même s'il faut que tu payes pour un plombier pour le réparer, puis tu te dis, gars, je vais faire la formation, je vais appeler le contracteur puis le plombier, puis ben, bingo, ça va être réglé après tel montant. Mais bien souvent, dans la mentalité de beaucoup de gens, et pas juste les Québécois, le principe de les consulter ou
tout ce qui est relié au mental, c'est sûr que, comme tu dis, il y a un peu ce côté, je dirais pas subjectif, mais un peu ésotérique là-dedans. Tu te dis, ouais, ça vaut-tu vraiment la peine? Tu sais, on y croit, mais on n'y croit pas. Là. Tu sais, soit on se dit, ouais, mais une consultation, ça suffira pas. Ou dans ma tête, je me dis, ah, ben regarde, c'est juste moi qui est un peu mêlé dans ma tête. Moi qui capable de régler ça moi-même sans payer de l'argent. Déjà que je me fais tellement siphonner par le gouvernement. Tu sais, il y a un peu tous ces réflexes-là de vouloir rationaliser ça. Puis Oui. autant que ben souvent, c'est ça. Ça fait plus retarder le processus. Puis comme tu l'as dit, ça va avec la théorie de la parole. Pour autant que les pilules, ça peut aider pour réduire les symptômes, mais ça ne guérit pas le problème. La majorité du mental, puis je le connais un peu aussi parce que j'ai vécu disons, j'ai mangé mon pain noir à ma manière pour mes différents problèmes dans ma vie, là aussi, dans le passé. Puis tout ce qui, en tout cas, la majorité du mental que j'ai vécu, c'est que tu gardes de quoi en dedans. C'est qu'il y a de quoi qui te gronge à l'intérieur de toi. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être relié à tes relations personnelles. Ça peut être relié à ta niveau de confiance en soi, ta tristesse de. T'es plus en couple. Il peut y avoir plein de raisons. Mais tout ça pour dire que c'est un poison. Hein, tu sais. Fait que tant que tu n'es pas capable de l'exprimer, tu pas capable, un peu comme de la vapeur en haute pression, tu n'es pas capable d'évacuer qu'une valve, ben, si tu n'es pas capable de la faire sortir, ben, ça va s'accumuler, puis en bout de ligne, ça risque d'être très nocif. Là. Fait que c'est ça. Exactement. C'est pas la pilule qui va régler ce problème-là, C'est ça. malheureusement. Il y a des gens qui ont, puis ça, tu as deux catégories différentes. Ici, ben, tu as plusieurs catégories différentes, mais là, ici, on parle de deux principalement, c'est-à-dire les dépressions et les troubles anxieux qui sont vraiment biologiques. C'est-à-dire, la personne, elle a beau avoir eu la meilleure éducation possible, elle a beau faire du sport, elle a beau ne pas avoir de problèmes financiers, avoir un super de bon conjoint, super de bonne conjointe, pas de problèmes familiaux, la personne va quand même faire des dépressions dans sa vie et va quand même avoir des troubles anxieux sévères. Ça, c'est génétique, c'est biologique. Et souvent, ça, c'est de la médication. La personne est médicamentée à vie, puis avec sa médication, elle peut vivre de façon relativement normale. Ce que tu décris, c'est autre chose, c'est des états de mal-être chronique. Et juste avec les critères du DSM, comme ça, c'est assez subjectif. Tu arrives dans le bureau du médecin, bon, c'est comment vraiment déterminer qu'il s'agit de quelque chose de biologique. Il faut que tu fasses vraiment, il faut que tu prennes le temps d'aller au longitudinal, puis tu te rends compte que la personne, même quand elle avait 8 ans, elle avait un mal-être chronique. Puis là, il faut que tu regardes, y a-t-il des causes fondamentales? Puis les causes fondamentales, les psychologues sont très bons pour les trouver. Et l'analogie que je fais souvent quand j'essaie de convaincre mes patients de continuer leur traitement en psychothérapie lorsqu'ils ont accès à des psychologues, ça peut valoir la peine parce que d'aller chercher cette cause fondamentale-là puis de la travailler parce que c'est sûr que la pilule, il y a toujours, comment je peux dire, il y a un effort qui est moins important, c'est-à-dire tu apprends, tu l'avales. Non, c'est ça. Tandis que le travail en psychothérapie, ça nécessite beaucoup d'efforts, pas juste du psychologue, mais de la personne qui fait la psychothérapie également. Il faut que tu t'investisses beaucoup. Faut que tu ailles. Des fois, c'est très difficile dans la vie d'avoir de l'introspection, de regarder qu'est-ce qui nous fait mal profondément. Et donc, c'est un travail qui nécessite, c'est plus exigeant que de prendre une pilule. Donc, c'est souvent, on aimerait, on a tous un peu, là, à des degrés différents, la pensée magique et de dire qu'en prenant ça, ça va se régler, puis tant mieux. En prenant une pilule, ça va se régler, puis tant mieux. Mais l'analogie que je fais des fois avec les patients, c'est-à-dire s'il y a une cause, disons que vous êtes brûlé la main, OK? Disons que vous êtes brûlé la main et je vous prescris une crème pour votre brûlure, mais à tous les jours, vous vous remettez la main sur le rond de poêle. À un moment donné, il va falloir arrêter de se mettre la main sur le rond de poêle parce que la crème ne fera pas effet. Non, c'est ça. C'est qu'on ça devient ça devient un placebo purement et simplement. Hein. Puis, ouais, exact. Puis là, ce que je voulais, un dernier point dans les causes, je pense que c'est de moins en moins vrai. Tu sais, on sort dans la littérature beaucoup que l'augmentation peut être due, que c'est de moins en moins tabou. Entre 1970 et aujourd'hui, oui. Entre 2014 et 2020, pas vraiment. Ça, je l'achète moins de dire que les troubles de santé mentale, c'est moins tabou en 2014 et 2020. Écoute, si un anthropologue de la santé m'amène vraiment, là, il voit là, qu'il y a eu des cassures à certains endroits entre 2014 et 2020 sur l'acceptation. Moi, je ne le vois pas personnellement. Un anthropologue en santé me le démontre, je vais le croire, là. Mais je pense que c'était vrai avant, même si tu compares les années 90 à aujourd'hui, mais le fait qu'on a relevé ces tabous-là, on a quand même relevé de façon significative les tabous autour des maladies mentales,
je pense pas que ça explique là, la montée fulgurante des antidépresseurs entre 2014 et 2022. Est-ce qu'il y aurait on pourrait finir là-dessus, Karim, est-ce qu'il y a quand même une distinction entre, OK, parfait, le monde sait, la population en général savent que les problèmes mentaux existent, ils sont courants, c'est pas une histoire de possession démoniaque, d'épilepsie ou d'histoire, des cas de figure ou des anecdotes, mais est-ce qu'il n'y a pas encore une certaine réticence à se dire, ben voyons, tu sais, j'ai pas de problème mentaux, moi je suis en forme, là, tu sais, je suis pas, je suis pas malade, là, tu sais, je suis pas fou, tu sais, à mon québécois, je suis pas fou, moi, tu sais, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas encore là un certain déni, peut-être pour une partie de la population, Oui, oui. de soit vouloir consulter ou simplement d'admettre qu'il y a peut-être un problème ou qui mériterait Parce que ben, souvent, puis encore là, je blâme pas ces gens-là, sachant que justement, souvent, comme je l'ai dit, avec les problèmes mentaux, c'est souvent plus ésotérique, donc c'est pas comme de quoi qui te saute d'en face, c'est souvent très graduel et c'est souvent un peu comme un diagnostic, par exemple, sans vouloir faire de mauvaises jonctions, par exemple un cancer, à moins que tu le diagnostiques très tôt, des fois ça peut te sauter d'en face, tu t'attends juste que quand ça te fait vraiment mal d'aller à l'hôpital, tu te rends compte, ouais, il aurait peut-être fallu que tu viennes 2 semaines, un mois et demi avant, là, tu sais. Je pense que oui, je veux dire, c'est encore plus tabou et on a tendance à avoir plus de déni par rapport à la maladie mentale que par rapport à une entorse lombaire ou par rapport Mhm. à, je veux dire, une migraine. C'est sûr, ça c'est sûr et certain. Mais je ne crois pas que juste que cette explication-là, c'est-à-dire le fait que les gens sentent plus qu'ils sont libres de parler de leurs troubles de santé mentale sans être jugés, je ne pense pas que ça explique la montée entre 2900 antidépresseurs prescrits en Non, moi non plus. 2014 pour les jeunes et 8200, 8300 en 2022. Mais je pense que tu as raison. Il demeure encore plus de déni déni personnel par rapport à la maladie mentale que par rapport à plusieurs maladies physiques. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il demeure encore un certain tabou, quoique ça s'est amélioré de façon très significative. Puis je sais là, qu'on a pété le temps. Il y avait juste une dernière chose que je voulais te Oui. dire, mais je laisse les gens réfléchir à ça. On n'aura pas le temps d'en parler, on en reparlera peut-être une autre fois. Ce qui est assez intéressant dans un des articles, c'est qu'on voit très bien que les pays qui prennent le plus d'antidépresseurs, OK, sur la planète, on voit là, c'est occidental et c'est beaucoup les pays nordiques en passant. Le premier, c'est l'Islande, le deuxième, c'est le Canada, je pense que le troisième, c'est la Suède. On le voit là, sur un tableau là, d'un article que je t'avais envoyé, ou je te l'ai-tu envoyé celui-là? Oh, oui, je vais te Oui, le partager à l'instant. c'est exactement. Donc ça, on voit ça. Ça, c'est ceux qui prennent le plus d'antidépresseurs. Mais en même temps, lorsqu'on regarde les indices de bonheur internationaux, c'est ceux qui ont les indices de bonheur les plus élevés également. Donc là, ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait? C'est-tu parce qu'ils prennent plus d'antidépresseurs qu'ils sont plus heureux? Bien sûr que non, c'est pas ça, là. C'est pas ça le point ici. C'est une des explications possibles, c'est que les pays qui prennent le plus d'antidépresseurs possible, il faut que ce soit des pays riches et développés, c'est sûr et certain, pour avoir un accès facile aux médicaments, pour avoir une couverture d'assurance universelle, pour avoir une universalité du système de santé. Donc, pour y avoir accès, il faut que tu sois un pays riche de façon générale pour y avoir accès en grand nombre. Mais lorsque tu es un pays riche avec un PIB qui est plus élevé, on le sait, le PIB est quand même assez bien corrélé avec les indices de bonheur, ce qui est normal en soi, c'est-à-dire accessibilité au logement. Quand tu es itinérant, c'est un peu difficile d'être heureux. Accessibilité au système de santé, accessibilité je veux dire, à l'éducation, etc., etc. Donc, c'est un peu une explication. Moi, au début, tu sursautes quand tu regardes ça, puis quand tu réfléchis un peu, tu te rends compte, ouais, ça peut faire quand même du sens. Mais est-ce qu'il y a d'autres explications? Pourquoi? Est-ce que c'est juste ça l'explication? Ou c'est là que je laisse les gens réfléchir là-dessus? Ou est-ce que vraiment, dans nos modes de vie occidentaux, il y a des choses qui nous amènent plus vers la dépression? Quoique les gens non déprimés peuvent peut-être être plus heureux de façon générale en raison d'une richesse plus élevée, mais qu'on tire vers le bas certains individus de par notre façon de vivre, c'est une question dont je n'ai pas réponse, puis je peux vous laisser là-dessus. Ben, c'est ça, certains diraient que justement, les pays en voie de développement, par exemple, les gens en Afrique, je pense que justement, ils ont pas le temps d'avoir de dépression. Je pense que c'est Ouais, un peu ça qu'on pourrait résumer ça ils là-dessus. n'ont pas le temps d'avoir de On ça. n'a pas, ils ont pas, c'est ça, peut-être, c'est ça, c'est le trade-off de notre niveau de confort fait que justement,
sans vouloir nécessairement dénigrer les gens qui ont ces effets-là, peut-être que ça a fait ces effets négatifs-là. Regarde, c'est une réflexion Possiblement. qui est faite à faire. Écoute, Karim, on pète quasiment le 50 minutes, mais je pense que les gens vont quand même avoir apprécié pareil. On n'a pas dit de la chenoute tout le long, on a quand même Ben trouvé non, ça ben non. super intéressant. Fait que bon début de semaine tout le monde. Merci encore, Karim. Une autre semaine, vraiment un sujet super intéressant. C'est toujours le fun de jaser. Fait que Ex on se revoit lundi prochain. Merci Joey, bonne semaine à tous. Yes, bye.